Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Le Québec a tout intérêt à entendre cet appel. La rencontre La Traverse, Bock-Côté. Ça a été tellement blessant, là. On va traverser cette crise-là, mais on doit y voir l'occasion de se réformer véritablement. Oui, mais il faut que le fruit soit mûr pour bouger dans une société. Le choc a eu lieu. Alors, Emmanuel, on va parler de politique, mais si tu permets, avant, je veux poser une petite question à Mathieu qui est ici en studio concernant le Festival de Cannes. Écoute-moi bien, le Festival de Cannes dit que maintenant, il y a des règles vestimentaires strictes et on n'acceptera pas les gens qui montrent trop leur corps sur le tapis rouge. Même les Oscars ne vont pas aussi loin. Alors, est-ce que, mon Dieu, la France est rendue plus pudibonde que les Américains? Alors, c'est quoi cette affaire-là? Alors, j'ai pas le détail de l'explication du festival, mais la pudibonderie en France vient moins de la France directement que de l'islamisation progressive de la société française. Donc, je sais pas si le festival de Cannes plie devant l'islam. J'en serais étonné. Non, mais ce que je vois par ailleurs, au-delà du festival de Cannes, dans les rues, dans les transports en commun, dans la vie, combien de jeunes femmes je connais qui, par exemple, ne vont pas s'habiller de la même manière dans le métro, en prenant tel taxi, en prenant tel RER, parce qu'elles savent que leur tenue, si elle est trop française au sens traditionnel, sera vue comme provocation pour des gens qui, dès lors, se diront qu'elles ont le droit de s'en emparer. Donc, ça, je pense, ça, c'est factuel, ça, je décris. Est-ce que c'est le cas du Festival de Cannes? J'en sais rien. La pudibonderie monte partout dans le monde. Elle prend plusieurs chemins. Apparemment, tous les chemins mènent au hijab, mais cela dit, donc je sais pas ce qu'il l'explique pour le Festival de Cannes, mais c'est une hypothèse que je lance. Ça faisait partie des traditions, les starlettes qui montraient leurs seins, puis oui, leurs fesses, on dit on ne veut plus mais ça. Mais le charme est fini. Peut-être aussi, il y a une autre hypothèse, c'est que la mondialisation de ces événements culturels fait en sorte qu'il ne faut pas heurter la sensibilité de certains pays avec lesquels on veut développer des partenariats. C'est possible aussi. Encore une fois, je devine que c'est probablement pas le Cambodge dont il est question, mais cela dit, le charme de la France, c'est quand même le charme de cette douce et civilisée frivolité. Et pour les hommes et pour les femmes, il serait dommage que la France devienne une forme de prolongation morale de l'Alabama. Moi, j'ai une règle super simple pour ça. C'est le 1 de 2. C'est ce que j'explique à ma fille. Le 1 de 2. Tu peux pas être moitié tout nu en haut et à moitié tout nu en bas. Okay. Si t'as la bédaine à l'air, tu te couvres les cuisses. Tu sais? Si t'as les cuisses à l'air parce que t'as mis des Nike Pro ou que t'as des jeans coupés, ben là, tu te couvres le haut. Alors comme ça, c'est le 1 de 2. Généralement, c'est une règle très, très simple. Ça permet d'éviter tout les inconforts et les accoutrements inappropriés. On va proposer ça au Festival de Cannes, le 1 de 2. Ils vont se rallier immédiatement, ça me paraît évident. Le 1 de 2. Alors, écoute, le nouveau candidat vedette du PQ, un lourd passé de militants assez violents. Ouais, mais moi, je dirais surtout passé comme dans il y a 25 ans. À un moment donné, moi, je suis frappé par le traitement médiatique de cette histoire-là. Globalement, on est devant quelqu'un qui, dans le début de la vingtaine, était manifestement un extrémiste de gauche, tenté par l'anarchisme violent. Je m'en souviens, moi, en plus, du groupe Germinal à l'époque, parce que j'avais connu un gars qui avait été là-dedans, donc il voulait déstabiliser de violentes manières le Sopin des Amériques. Il avait été neutralisé très rapidement par la GRC, on le sait. Mais là, aujourd'hui, on fait un immense scandale et Duhem décide de jeter... Éric Duhem, qui est un homme que j'estime par ailleurs, décide de jeter des seaux de merde sur Alex Boissonneau, qui, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Le gars, entre-temps, a eu le temps de faire une belle carrière, c'est le moins qu'on peut dire. C'est un des meilleurs journalistes au Québec. Moi, je prends la peine de le dire. Il est devenu père de famille. Il a plusieurs enfants. Il a mené sa carrière. Il a obtenu son pardon. Ça fait un quart de siècle. Et là, on veut le définir par cette erreur Mathieu, de jeunesse. Est-ce que c'est 2 poids, 2 mesures? Parce que il me semble que si ça avait été le candidat vedette de QS, t'aurais déchiré ta chemise en disant « Regardez, ils ont choisi quelqu'un qui a fait du militantisme. » Je lui demanderais, est-ce qu'il en est... Si elle est à QS, je lui demanderais, est-ce que vous croyez encore à la légitimité de la violence politique? Je lui poserai cette question-là, évidemment. Mais là, Boissonneau a démontré de 1000 manières, rejoint par ailleurs le Parti québécois qui est d'une censure, d'une hostilité à l'endroit de la violence politique. Donc là, à un moment donné, ça fait 25 ans. Moi, je veux savoir dans quelle mesure un homme qui a vraiment gaffé, c'est le moins qu'on peut se dire, au début de la vingtaine, doit être à jamais hypothéqué, porter cela à la manière d'un boulet jusqu'à la tombe. Donc ça fait 25 ans, c'est fini. Pour moi, ça s'arrête là. Puis je pense que Duhem est tellement en colère que le PQ lui a pas permis de se faire élire gratuitement qu'il a décidé de lancer une campagne de salissage contre un homme qu'il ne méritait pas. Et Emmanuel, c'était
pas une erreur de jeunesse. Il n'y a pas 15 ans, il y avait 22 ans. Moi, à 22 ans, je faisais pas ça, moi. Je faisais pas ce que lui a fait. Ça fait 24 ans de ça, là, à un moment donné. Je veux dire, moi, je pense que la question, elle est légitime dans l'élection, OK? Je pense que dans une élection comme ça, quelqu'un qui a ce passé dans sa vie, c'est légitime que ce soit mis sur la place publique, puis c'est légitime que ça fasse partie du débat. Veut pas. Ceci étant dit, ce qui est important aussi, alors, ce sera à lui de répondre demain, jusqu'où il a renoncé à l'extrémisme violent, dans quelles circonstances il a posé ces gestes-là. Mais il y a un élément assez essentiel dans cette situation-là, là. C'est qu'il a obtenu un pardon. Je veux dire, on n'a pas un système de justice totalement frivole où tu commets des meurtres, puis hop là, puis tu fais ce que tu veux, là, etc. Lui, il a été pris. Premièrement, extrémisme violent, il n'a pas été pris avec en train de lancer des cocktails Molotov, en train de blesser, d'agresser il a demandé à un agent double de la GRC qui croyait être un camarade de route, est-ce que tu t'accepterais de transporter des cocktails Molotov, quand même? Regarde, depuis, il a reçu un pardon de la justice. Mais à partir du moment où tu as reçu un pardon... Est-ce que tu trouves ça légitime de la part d'Éric Duhaime de nous avoir informés de ça? Moi, je ne le savais pas. C'est important. Mais ça se savait. Pardon. Deux choses. De un, là, je veux juste qu'on s'entende, là, dans les cercles politiques, à Québec, tout le monde le savait. OK? Dès qu'il a été nommé comme correspondant parlementaire à l'époque de Radio-Canada sur la colline parlementaire, ça s'est ébruité, ça s'est su, ses patrons le savaient à l'époque, ça a été... Alors, tu sais, c'était pas un secret gardé que personne connaissait dans les cercles politiques. Je suis pas sûr que les électeurs d'Arthabasca savaient ça. Non, mais c'est ce que je te dis. Moi, je pense que c'est légitime que ce soit mis sur la place publique, mais il y a une façon de le faire aussi. Tu peux dire... ce candidat a tel passé, il doit répondre aux questions, il doit rendre des comptes sur son évolution, sur ce qui a changé, sur ce qui est arrivé, sur son état d'esprit maintenant, etc., etc. De là à le brandir et le définir comme un anarchiste dangereux aujourd'hui en 2025, il y a une marge entre les deux. Et objectivement, à partir du moment où M. Duhaime réclame et invoque qu'on traite ce passé d'Alex Boissonnault de la façon dont lui le traite en ce moment, mais à partir de ce moment-là, il accepte totalement qu'à chaque fois qu'on le reçoive en entrevue, on lui pose des questions sur toutes les déclarations complètement exagérées, équivoques, carrément inappropriées qu'il a fait dans le passé. Je veux dire, un viol, c'est pas un vol de voiture. C'est lui, si ma mémoire est bonne, qui a dit que si les Noirs avaient pas de héros, c'est parce qu'ils étaient des héros, qu'on devrait fermer la Gaspésie. Alors, dans ce cas-là, s'il y a plus de date de péremption sur les folies que tu peux dire ou que tu peux faire dans ta vie, puis que là, tout est permis, ben alors parfait, ça sera ça la campagne dans Arthabasca. Est-ce que c'est vraiment ça qui sert le mieux les électeurs de la région? Moi, je suis pas certaine, puis je pose la question, c'est à partir du moment où pour te lancer en politique, il faut que tu aies un passé et une feuille de route plus vierge que le pape, ben là, à ce moment-là, qu'on se surprenne pas pourquoi les gens qui ont des vies intéressantes, qui ont pris des risques, qui ont fait des... Tu sais, les gens veulent pas se représenter en politique. Donc, moi, je pense que oui, c'est légitime qu'on en parle de ces gestes-là qu'a posé Alex Boissonnault dans son passé, puis il va y répondre, puis il doit rendre des comptes là-dessus. Mais traitons-le avec intelligence. Et si on crie au scandale à chaque fois qu'il y a quelque chose, ben surprenons-nous pas de la qualité des gens. Moi, je suis frappé par l'espèce de culte bizarre, dans le cas de Duhaime, de la transparence, nous dit-il. À un moment donné, si on était il y a 3 ans, Duhaime se réclame du bon sens, se réclame du sens commun. Si on était devant un gars qui, il y a 3 ans, aurait commis des crimes, les gestes qu'on lui reproche, on serait en droit de dire, bon, mais où est-ce que t'en es, mon gaillard? Moi, j'y reviens, 25 ans, c'est un quart de siècle. On parle d'événements qui sont passés au début du millénaire. On est rendu au quart du 21e siècle. Il y a quelque chose là-dedans
qui heurtent le sens commun. Ensuite, la jeunesse, tu as tout à fait raison de dire que moi, j'ai 18 ans, 19 ans, toi non plus, on n'a pas eu la tentation de la violence. Bon. Le fait est que la jeunesse est aussi politiquement l'âge de la radicalité. Et quelquefois, cette radicalité s'exprime par le désir d'action directe. Ce n'est pas pardonnable, mais ce n'est pas pardonnable en temps réel. Ensuite, le propre du temps, c'est d'opérer le pardon par le bon sens. On est devant un gars, puis on n'est pas devant un type qui a prolongé son existence, qui à 47 ans sera une espèce d'anarcho encagoulé, sentant mauvais, agressant les policiers, semi-édenté et désireux de casser de la boutique et de la vitrine. OK, parce que... Attends une minute. Mathieu, s'il pue puis qu'il est édenté, c'est pire que s'il sent bon puis qu'il a des dents, c'est ça? Non, parce que j'ai ajouté qu'anarcho... Non, mais je voulais juste être clair, là. Je faisais le portrait d'un abîmé de l'existence qui aurait fondamentalement, depuis le début de la vingtaine, se serait entêté dans tous les échecs possibles et qui, aujourd'hui, au terme d'une vie misérable, croirait encore à la nécessité d'agresser les gens physiquement. C'est pas le cas. Il a dit de grosses conneries au début de la vingtaine. Il a fait de grosses conneries et c'est terminé parce qu'à ce compte-là, j'y reviens, nous ne tolérons en politique que des existences amidonnées, des existences mais absolument transparentes. Et moi, j'aime dire, c'est une formule à laquelle je tiens, je me méfie de ceux qui n'ont rien à cacher parce qu'alors ils n'ont rien vécu. C'est normal dans une vie d'avoir des parts sombres, des parts complexes, des parts qu'on s'explique plus difficilement. Puis là, en plus, pour le sale coup, Boissonneau avait rien caché de tout ça à PSPP. Il lui dit, regarde, j'ai ce passé-là. C'est un passé, j'ai eu mon pardon s'il y a longtemps. PSPP dit, je le prends quand même. Donc là, on devrait quand même tenir compte de cela aussi. Je trouve qu'encore une fois, ce qui est assez étonnant, c'est que l'adulte dans la pièce en politique, c'est PSPP en ce moment. Rapidement, Emmanuel, qu'est-ce qui te frappe dans le nouveau Conseil des ministres qui a été dévoilé aujourd'hui? Ce qui me frappe, c'est à quel point on reste dans les faits avec l'impression d'un gouvernement Trudeau 2.0. Je sais que l'entourage de M. Carney va me détester pour ça parce qu'ils vont me dire mais non, c'est pas vrai, surtout sur le Conseil des ministres, il y en a la moitié qui sont nouveaux. Entendons-nous, là, tous les ministres dans un gouvernement ne sont pas égaux. Okay? Un ministre responsable de la condition féminine et secrétaire d'État à la petite entreprise n'est pas un ministre des Finances. Okay? Tous n'ont pas la même influence. Alors, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité, c'est la vie. Il y a une hiérarchie là-dedans. Puis dans les faits, dans les ministères et les responsables des plus gros dossiers du gouvernement et de l'économie canadienne, dans les faits, on reste avec 5 des 6 ministres qui sont des ministres de l'époque Trudeau. Donc, il y a comme un rendez-vous manqué à certains égards avec l'opportunité de vraiment donner un coup de barre en termes de renouveau. Puis aussi, cette histoire d'essayer de faire accroire à la planète que c'est un petit cabinet sous prétexte qu'on a un cabinet un conseil des ministres à 2 étages, là, je m'excuse, là. Ils sont 28 ministres, il y a 10 secrétaires d'État et quand on regarde la liste, là, on s'est fait plaisir. On est retombé dans les travers des gouvernements qui décident par être portés par des impératifs régionaux, pas seulement régionaux. T'sais, est-ce que Brampton a vraiment besoin d'avoir 3 ministres? C'est une banlieue de Toronto, là, tu sais. Alors, il y a ça aussi, là, tu sais, le concept de régional devient pas mal large. Puis ça fait en sorte qu'on a aussi un gouvernement qui est moins efficace. Pourquoi on a un ministre de l'intelligence artificielle quand il y a déjà un ministère de l'industrie, l'innovation et de tous ces trucs-là? Dans les faits, on va pas refaire toute la fonction publique fédérale. Il va y avoir 2 ministres dans le même ministère, puis ils vont finir par se chamailler sur des dossiers. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace en termes de mise en œuvre, inévitablement. Mathieu. Je note par ailleurs les simagrées de Mélanie Joly qui veut à tout prix nous faire croire qu'elle a eu la promotion de sa vie. Ben oui. C'est très drôle. C'est le portrait de cette personne, j'aime cette image, qui se fait couper un bras et dit « J'ai toujours rêvé d'en avoir rien qu'un. » Donc, on est devant quelqu'un qui a été... Bon, moi, je confesse n'avoir jamais compris l'ascension politique de Mélanie Joly, qui me semble spécialiste de la langue de bois. C'est tout ce qu'elle maîtrise, mais elle la maîtrise remarquablement. Mais c'est une politique avec assez peu de substance. Ça doit être une bonne personne, mais sur le plan politique, elle a assez peu de substance. Et là, elle a vu une forme de promotion de sa vie. Elle s'imagine encore premier ministre. Et là, elle est un peu ramenée à des proportions plus réalistes. Et là, autrement dit, il y a une démotion assez sérieuse. Elle a dit, non, c'est formidable, nouveau défi, c'est merveilleux. Encore une fois, c'est une leçon comme quoi ne croyez jamais les politiciens, sauf vous êtes vraiment obligé de le faire. Comment tu la trouvais comme ministre des Affaires étrangères, Emmanuel?
c'est pas une ministre des Affaires étrangères qui a réussi à... Tu sais, les ministres des Affaires étrangères, c'est un poste ingrat, on s'entend, là, qui est très difficile à naviguer. Il y en a... Non, mais il y en a qui réussissent à s'imposer, à créer un leadership fort sur la scène internationale, à mettre de l'avant des grandes initiatives. Tu sais, je pense à Lloyd Axworthy qui a porté le dossier du traité international sur les mines antipersonnelles. Il y en a qui ont une grande influence. Madame Joly ne rentrera pas dans l'histoire comme telle. Et le problème, c'est que autour de tout le conflit à Gaza, en Israël, elle a été incapable d'articuler une vision, un discours qui permettrait de réconcilier et de faire passer, de donner une cohérence à la politique du Canada, où finalement, on a eu l'impression de vouloir épargner les susceptibilités des différentes communautés au Canada. Et ça a énormément nui, finalement, par la bande, à la crédibilité du Canada comme interlocuteur sur la scène étrangère. Donc, je pense que dans les faits, pour M. Carney, lui qui veut profiter de ce moment-là pour remettre le compteur à zéro en termes de la place du Canada dans le monde, il n'avait pas le choix, de toute façon, peu importe ce qu'on pense de Mélanie Joly, que de nommer un nouveau ministre. Parce que quand tu es ministre des Affaires étrangères aussi, tu es tributaire de ton premier ministre. Quand ton premier ministre est faible sur la scène internationale, tu peux pas briller, toi, comme ministre des Affaires étrangères. Alors, inévitablement, je pense qu'il y a un jeu de chaises musicales qui s'imposait. Et dans les faits, elle s'en sort avec le mieux qu'elle aurait pu espérer. Parce qu'il y a une époque où Mélanie Joly aurait voulu un ministère économique. Et là, ben, finalement, on le lui a donné parce que c'est une ministre qui a énormément de tirant-d'eau au Québec. Mathieu, donc, rapidement, parce que au terme de cette brève réponse d'Emmanuel, je dirais elle n'était pas bonne, il fallait la recaser, on lui a donné un poste moins important. Voilà. OK. La joute vous attend. Merci beaucoup, on se reparle demain. Salut. Au revoir.